professeur Garcin, les mots sont des acteurs. Donc c'est important de les définir, de les compliquer et de les mettre dans le durée. D'ailleurs, ce que je vais faire ici, c'est de suivre le chemin ouvert par le recteur Dumont en travaillant sur les durées plus longues. Parce que ces jours-ci, je suis sollicité quasiment tous les jours d'aller sur les antennes et essayer d'interpréter ce qui se passe. Et je suis obligé quasiment tout le temps de dire on est dans un brouillard de guerre, on est dans l'événementiel, mais c'est le domaine des journalistes. Et ils sont obligés aussi de remplir le temps de l'antenne. Donc, je ne vais pas parler de l'événementiel, ni d'ailleurs du stratégique, parce que je suis quotidiennement les nouvelles américaines. Je suis américaniste américain qui parle français. C'est un créneau j'ai quasiment un monopole en France dans ce créneau. Donc, pour bien respecter ce créneau, pour bien finir, je regarde tous les jours les nouvelles américaines, mais aussi je suis tous les stratèges. Et comme les événements, là, il y a aussi une innombrable hypothèse, une cacophonie, beaucoup plus que 8 scénarios, 8 analyses. Et j'avoue, je suis aussi perplexe dans toutes les analyses stratégiques que dans l'événementiel. Alors, donc, je vais exercer mon métier de départ qui est historien des États-Unis, historien de sa civilisation et aussi de sa politique étrangère. Et d'ailleurs, on ne peut pas comprendre l'un sans comprendre l'autre. Donc, tout ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tenter pour moi, essayer de comprendre, de vous expliquer ma compréhension de pourquoi on est là aujourd'hui. Et je vais commencer avec la génération des stratèges, des militaires, des hommes d'État, il faut dire hommes d'État, parce que dans le temps, c'était dans l'ensemble des hommes. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des personnages qui ont eu leur expérience de jeunesse lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est après-guerre mondiale. Ils ont vu l'échec de cette tentative de créer un paix durable, que cette Première Guerre mondiale soit vraiment les guerres des guerres, qui n'était vraiment pas le cas. Donc ils ont tenté d'analyser pourquoi cet échec d'après la Première Guerre mondiale a mené au Deuxième. Et en s'appuyant, sur une longue histoire de la culture américaine, toujours un tentative aux États-Unis dans sa civilisation de conjuguer l'idéalisme et le réalisme. La religion et le séculier. Les valeurs républicaines avec les valeurs chrétiennes. D'ailleurs, c'est une des différences entre la civilisation américaine et la civilisation française, c'est que le christianisme aux États-Unis, dans l'ensemble protestantisme, a plutôt renforcé les valeurs républicaines que de les miner. C'est une des grandes différences entre les deux cultures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est souvent perplexe. Comment on peut aux États-Unis voir en même temps cette adhésion à ce christianisme de toutes sortes, le protestantisme qui est multiple. Souvent, les Français me demandent comment ils font les protestants. C'est une très mauvaise question. On peut demander comment faire les catholiques. Ça, c'est monolithique, il y a des rites, des rituels qui sont uniformes. Donc, je suis toujours obligé de dire c'est pas une bonne question parce qu'il y a une multitude de cultes protestants, ce qui est fait d'ailleurs, qui alimente aussi un certain localisme dans la culture américaine. Mais ça, c'est un sujet. Revenons aux hommes d'État après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient construire ce qu'on appelle aujourd'hui, et on est en train de perdre, un régime libéral.
sur le plan de politique démocratique, mais aussi sur le plan entrepreneurial et de commerce. Ce sont des valeurs américaines par excellence. Donc, mais comment faire? Comment faire? Ils ont regardé la carte du monde et ils ont vu que les intérêts et les valeurs américaines ont parti. Les intérêts américains étaient centrés sur que les stratèges, d'abord un stratège britannique, Harold Mackinder, mais après un autre, Spikeman, considérait que les États-Unis, leur grande stratégie, et quand j'ai dit grande stratégie, ça veut dire d'employer toutes les ressources de pouvoir d'un peuple et d'une nation, pas seulement l'outil militaire. Donc les grandes stratégies américaines pour mobiliser toutes les dimensions de pouvoir d'un peuple, d'une civilisation, l'idée c'était de protéger la plus grande île du monde qui va de la Bretagne, même l'Écossais, jusqu'au Japon. Ils ont conçu, ils ont regardé le monde. Donc l'idée, c'était de protéger cette île, au moins de s'assurer qu'aucun pouvoir, aucune puissance peut contrôler toutes ces grandes îles. Ce qui explique aussi les politiques de la guerre froide et cette World Island divisée. Donc, il faut maintenant remarquer que ça comportait peu le golfe arabo-persique, arabe, persique, on va voir, parce que pour les Américains, pas pour les intérêts américains, c'était complètement commode pour appuyer leurs alliés sur le côté arabe de ce golfe, de l'appeler le golfe arabique, Arabian Gulf. On tentait parfois de couper le poids en deux en disant arabo-persique, mais même ça heurte ceux qui habitent l'autre côté, côté terrain de ce golfe. Donc, c'était plutôt une région d'un intérêt secondaire, sauf bien évidemment pendant cette ère de décollage industriel où il fallait, jusqu'à un certain date récent, il fallait quand même toutes les ressources hydrocarbures de la région et il fallait donc les protéger. Et en plus, bien évidemment, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les États-Unis et Harry Truman en particulier, qui était un capitaine pendant la Première Guerre mondiale. C'était Harry Truman en 1948 qui, lui, a tranché, parce qu'il y avait un débat au sein de tout l'appareil des hommes d'État, si oui ou non il fallait reconnaître l'État d'Israël. Donc, depuis cette date, c'était la politique américaine, c'est de pas seulement reconnaître cet État, mais de le protéger. Et depuis cette date, même on peut dire à la limite un peu avant, mais formellement depuis cette date, la politique américaine, et sans cesse, je suis obligé de dire à mes collègues arabes, il ne faut pas se tromper, les États-Unis vont toujours garantir la sécurité d'Israël. Et ça veut dire aussi l'existence d'Israël. Ça ne veut pas dire que les États-Unis sont d'accord avec les politiques israéliennes. Il y avait des moments où vraiment certains présidents ont mis pression et avec certains résultats. Là aussi. Et on peut dire à la limite, ce n'est que finalement les États-Unis qui peuvent le faire, qui savaient aussi. Donc, regardez ce monde, les enjeux, et il faut aussi jamais oublier, comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, il y a une puissance maritime, c'est pas continentale, et avec des habitudes des puissances maritimes. La France partage un petit peu, mais c'est pas quand même. Donc les puissances maritimes, bien évidemment, c'est une puissance maritime, la politique par rapport à cette World Island,
c'était en fait de le cerner d'un bout à l'autre, avec des bases par ici et par là, et pas seulement des bases, parce que lors d'un exposé précédent, on parlait de la problématique des bases et de la vulnérabilité. Soit. Et c'est pourquoi les États-Unis ont construit 11 énormes porte-avions. Et à Ornoval, ce sont des bases flottantes. On peut les mettre ailleurs, dans les mots, n'importe où, surtout dans les mers internationales. Donc, voilà, ça c'était le cadre. Mais le but, c'était de reconstruire un monde où c'était assez astucieux en réflexion, parce qu'ils ont décidé de créer un monde où les États-Unis allaient se donner eux-mêmes des contraintes d'un cadre juridique international. D'ailleurs, les Américains, depuis longtemps, depuis la fin du 19e siècle, ont joué un très important rôle dans l'élaboration de cette droit international. Bien évidemment, avec les Britanniques, les Français et d'autres, mais néanmoins. Et après tout, c'était une initiative américaine de créer la Société des Nations qui a échoué. Donc, une autre interrogation de l'époque, c'était comment reconstruire une telle organisation internationale qui ne va pas échouer comme la Société des Nations. Et sans entrer dans le détail, la réponse était il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il faut quand même donner des privilèges aux grandes puissances, ce qui n'était pas le cas vraiment de la Société des Nations. Il faut leur donner ce veto. Il faut reconnaître qu'on sera toujours dans un monde de grandes puissances. Donc il faut les insérer, ces grandes puissances, dans cette nouvelle organisation internationale. Donc en se donnant des contraintes, et surtout, je dirais, des contraintes commerciales. Pourquoi? L'idée ici, c'est de faire éclater toute idée de protectionnisme. La théorie américaine est construite sur des théories anglaises de Adam Smith et de David Ricardo. Quelles sont ces théories? La théorie, c'est un pays s'enrichit pas en fermant ses frontières, pas en imposant des tarifs douanières. Il faut sortir de tout système où on tente de se dépendre nous-mêmes de nos ressources. Il faut, et on peut le montrer mathématiquement, je faisais pour mes étudiants dans mon cours sur question, sur un petit plan mathématique, on peut montrer que en spécialisant et ensuite en commerçant, et pour commercer, il faut faire baisser toute barrière, pas seulement douanière, mais toutes sortes de barrières. Et en effet, on se donnant ces contraintes, on s'enrichit. Mais on s'enrichit à condition qu'on enrichit les autres. C'était l'idée. C'était la même idée avec le plan Marshall. Le plan Marshall, c'était enrichissons-nous ensemble. Voilà. Rassemblez-vous, baissez vos murs commerciaux et devenons riches. Et donc ça nous a donné ce système de régime libéral, démocratique, commercial. Et aussi, il faut dire quand même que, et c'est souvent oublié, que les États-Unis a été fondé et développé et a prospéré. Les États-Unis est largement d'une culture européenne, que ce soit par les Lumières, par la religion chrétienne. On a nos différents des intérêts, on a nos différentes de quelques façons de faire constitutionnelles et politiques, etc. J'étais à un colloque à Sciences Po il y a quelques mois. Le sujet était pourquoi ce n'est que pourquoi les Européens n'ont jamais fait une guerre civile. C'était très discutable. Mais j'ai dit, écoutez, si vous estimez que les États-Unis est un pays
européen, il y avait une terrible guerre civile. Donc, cette guerre civile aussi, échec de certaines valeurs américaines. Donc, donc cette génération regardait le monde, et c'était cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et a été livrée par mon père, mes oncles, les aïeux. C'était la génération du boom. Tout le monde était fier d'eux. C'était une bonne guerre. On a compris son problème. Pourquoi? Parfois, il fallait des guerres pour éviter un mot absolu autre. Guerre pour des bonnes causes. Mais en plus, et là, je vais revenir à la civilisation américaine de cette époque. Donc ces hommes d'État à l'époque voulaient instaurer ce qu'on peut appeler un certain réalisme moral. Encore une fois, c'était la politique américaine de conjuguer ces deux côtés de leur civilisation. Donc le réalisme moral était justement de créer ce régime de droit. Il y avait des entorses. Les États-Unis n'ont jamais complètement respecté, personne n'a complètement respecté ce régime de droit. Néanmoins, dans l'ensemble, ça a certainement créé un monde de prospérité partagée, sauf il y avait certains continents qui étaient exclus qui étaient à la traîne, si vous voulez, mais qui a pris un certain temps pour venir dans ces gironds. À cette époque-là, donc, c'était très important de créer une légitimité de ces institutions. Sans légitimité, le droit, n'importe quel droit, il faut une base de légitimité et tout droit formel marche. Et d'ailleurs, surtout aux États-Unis aujourd'hui, on se rend compte dans quelle mesure le système démocratique américain fonctionnait sur cette légitimité informelle. On avait des règles de comportement, et finalement, on a vu qu'un président actuel qui ne respectait pas ces règles informelles, ces us et coutumes, peut faire sauter le formel, la Constitution et tout le régime de droit. Mais, ce régime de droit international était soutenu par, aux États-Unis, un respect des institutions internes. Et pas seulement les institutions formelles, juridiques et constitutionnelles et administratives, mais les institutions socio-culturelles. Soit il y avait des injustices, surtout par rapport aux Noirs américaines, par exemple. Mais à l'époque, je me souviens de ma propre jeunesse, il y avait une confiance dans l'autre. Moi, je vivais dans un quartier où on passait d'une maison à une autre, les portes étaient ouvertes, il y avait peu de divorces, les gens restaient ensemble malgré le fait qu'on savait pertinemment que le mariage ne tenait pas, mais quand même, on respectait une certaine autorité, on respectait nos professeurs, on respectait notre coach de baseball, etc. Donc, il y avait, on avait confiance de l'un dans l'autre. Il y avait aussi une solidarité communautaire. Le problème, c'est qu'avec cette génération, disons des années 50, cette génération elle a été mise en question. Elle est mise en question par une contre-culture rebelle. C'est des révolutionnaires. Et on peut dire du mal de cette époque. On peut dire aussi, de temps en temps, un peuple doit, et surtout la jeunesse, doit mettre en question des institutions et des valeurs. Néanmoins, ça a bousculé les conservateurs, qui voyaient une érosion terrible de cette autorité. Et il y avait une érosion terrible de cette autorité. C'était aussi une autre injustice de ce moment, et je vais revenir avant de terminer, c'était que les hommes avaient leur place, ils connaissaient leur place,
Et les femmes avaient leur place. Et les femmes dans l'ensemble connaissaient leur place. C'était les années 50. Okay. Encore une fois. Et les noirs aussi avaient leur place. Quand il veut dire place, il veut dire rôle. Chacun avait son rôle. Le rôle. Je taquine. Non. Je dis pas que j'adhère, mais je constate qu'il y avait une certaine prévisibilité, une stabilité dans les rôles, qui étaient mis en question justement par ma génération. Mais qui a fait un backlash. Un backlash que parfois on appelle un certain backlash bourgeois de ce monde plutôt conservateur. Et comme souvent dans l'histoire, il fallait faire une synthèse. La synthèse était de créer ce qu'on appelait les bourgeois bohémiens, en fait les hippies qui sont devenus des traders, qui maintenant étaient au levier de pouvoir. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Vraisemblablement pas. Okay. Donc, cette manque de réussite ici, donc une perte de confiance dans les élites, même c'est l'élite de cette synthèse, multiculturelle d'ailleurs. Je n'ai pas évoqué le fait que les États-Unis est un pays d'immigration. On demande souvent on dit souvent que les États-Unis ne comprennent pas d'autres cultures. Au contraire, on est multiculturel, on comprend les autres cultures. La question est de savoir si ceux qui ont le pouvoir écoutent les analyses de ceux qui viennent de dans mes cours, souvent je demandais à mes étudiants de me donner un nom américain. J'ai donné un nom d'origine anglo-saxon. Je dis non. Mr. Larège, vous avez un nom américain. Mr. Koussouni, vous avez un nom américain. Mr. Plateau, vous avez un nom américain. Mais aussi Mr. Rocher, on a tous des noms américains. Maintenant, il y a plus ou moins bonne intégration. Il y avait toujours heurts, et il y avait toujours résistance de cette vieille couche anglo-saxon blanc, protestant, qui était mis en danger par cette évolution. Donc le résultat est une perte de confiance dans les institutions, perte de confiance alors dans les élites, et en fin de compte, cette érosion de ce côté de cette civilisation américaine se reflète de nos jours dans une perte de l'institution internationale libérale. Donc il y a un flé. Donc pour terminer ici, une civilisation projette ses intérêts et ses valeurs à l'extérieur, qui donne sa politique extérieure, ses relations avec le monde, une perte de légitimité des institutions américaines qui est un processus de plusieurs générations, mène au fait que nous avons un président, les Américains ont voté à 49%, c'est un pays clivé, mais quand même, cette perte de confiance dans les institutions a permis l'avènement d'un président que nous avons aujourd'hui. Ce qui fait que lui, il estime sans entrave de ses légitimités, pas seulement à sa politique intérieure, qui est brutale, mais aussi extérieure. Je vais terminer aussi, avant d'aller plus loin, je vais citer Thucydide. Puisque le réacteur du Monde est allé très loin en place. Et vous savez, il y a un dialogue mélien qui est très célèbre. Le dialogue mélien, c'est que les Athéniens menacent les habitants de Mélos, ils demandent en reddition, et les Méliens disent écoutez, quand même, on est neutre, on est dans le droit de neutralité. Et les Athéniens disaient on s'en fiche. Si vous ne se rendez pas, on va vous massacrer. Ils ne se rendent pas, ils sont massacrés. Donc, souvent, dans Thucydide, on dit, vous voyez, Thucydide était réaliste. Il voyait que la force était plus importante que le droit. Ou
comme disaient à l'époque les Athéniens, the strong do what they can, the weak suffer what they must. Mais c'était pas ça la leçon de Thucydide. La leçon de Thucydide, c'était une question de hubris. Et à la longue, c'est les Athéniens qui ont perdu la guerre. Justement parce qu'ils étaient imbus de cette hubris où ils disaient, où ils se sont convaincus que la force primait sur le droit. C'est ça la leçon de Thucydide, et c'est une leçon, il faut réfléchir pas seulement par les Américains, mais par d'autres pays, que malheureusement cette hubris va créer des dégâts, beaucoup de douleurs, mais comme a vu Thucydide, en fin de compte, cet exemple d'hubris a mené en fin de compte à la perte d'Athènes.